Bonsoir, bonsoir, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, Très bien, vu les merci monsieur. circonstances. Et puis, je profite de l'occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Voilà. Très bien, oui, on va essayer de finir l'année, hein, Oui, comme il se doit. Ça n'a pas été une année simple et j'espère qu'on va repartir sur une année 2024 mhm, qui sera de meilleur augure. L'avenir nous le dira. Alors, voilà, messieurs, dames, donc n'hésitez pas à partager. On n'est pas énormément pour l'instant. Peut-être laisser venir les gens sur Twitter et sur les autres plateformes aussi. N'hésitez pas à partager. Donc, pour commencer, Monsieur Cohen, je vais vous diffuser donc cette vidéo de Scott Ritter. Alors, vous nous traduirez tout ça après. C'est en anglais pour ceux d'accord. qui voilà. Et vous allez commenter un petit peu ça. Et bien sûr, on va continuer comme d'habitude, hein. Donc, celles et ceux qui veulent participer, intervenir en étant concis, poser des questions à Monsieur Cohen, on vous mettra le lien. Donc, je vous mettrai le lien donc sur le chat, sur YouTube, sur toutes les autres plateformes. Pour Twitter, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à faire la demande, monter. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous mets la petite vidéo. Pretend you're Pierce Morgan for a second. Go ahead and ask me, do I condemn Hamas? Scott, do you condemn Hamas? Jeff, I not only do not condemn Hamas, I applaud Hamas. I endorse Hamas. I am 100% behind Hamas. I believe Hamas's mission of destroying Israel is a justifiable mission. Israel no longer deserves the right to exist. And I encourage Hamas to continue putting pressure on this evil entity called the Zionist Israeli state. Israel is saying that we are more important than international law. We, Israel, are more important than anything. We get to kill anybody we want to in order to stay alive. It doesn't work that way, guys. You have to conform to community standards if you want to be part of the community. And if you don't want to be part of the community, I think you'll be shown the door. And I think we're looking at the end of Israel. Voilà, Monsieur Cohen. Oui. Donc, pourquoi j'ai voulu montrer qu'on regarde cette vidéo? Parce que, bon, c'est vrai qu'il faut comprendre l'anglais. Moi, j'ai la chance de le comprendre parce que j'ai vécu en Amérique du Nord quelques années. Et en fait, c'est l'Ukraine qui m'a fait réaliser, qui m'a fait tourner vers des penseurs, des politiques, des anciens de la CIA, des anciens militaires. C'est grâce à l'Ukraine que j'ai pu découvrir ces observateurs, ces analystes. Et en fait aussi, ils font de très bonnes analyses sur Israël et le Hamas. Et bon, moi j'en connais 5 ou 6, mais il doit y en avoir beaucoup plus à mon avis. Donc ce sont des analystes très pointus qui connaissent, parce qu'ils ont été membres de la CIA pendant des dizaines d'années. Ils ont été militaires pendant des dizaines d'années. Ils ont été des spécialistes de renseignement ou des universitaires comme Mersheimer qui avait dévoilé la culpabilité, la responsabilité des Américains dans la destruction du gazoduc. Et donc, Scott Ritter, là, c'est une vidéo quasiment explosive, surtout en Amérique. C'est-à-dire, il dit ceci. Alors, il demande en rigolant à son interlocuteur, dis-moi, mec, pose-moi la question,
est-ce que je condamne le Hamas? Parce qu'en fait, dès que quelqu'un veut parler sur ce qui se passe au Moyen-Orient ou en Palestine, on lui dit, est-ce que vous condamnez l'action du Hamas? Alors l'autre, il lui dit, est-ce que tu condamnes l'action du Hamas? Il dit, pas du tout, au contraire, je soutiens l'action du Hamas. C'est une action extraordinaire contre un État diabolique qui mérite de disparaître. Parce que comment dire, je ne sais pas s'il a utilisé le terme, c'est connard, mais ces mecs se croient tout permis, font ce qu'ils veulent, ben, il faut qu'ils sachent qu'il y a des règles, et s'ils ne respectent pas les règles de tous, ils n'ont qu'à dégager, voilà. Ils n'ont pas leur place dans ce monde. Bon. Je crois que si ça avait été un Français ou un Allemand, il aurait déjà été sous les verrous. Ça, c'est déjà la première constatation. En France, on est jugé, on est mis en garde à vue et jugé pour beaucoup, beaucoup moins que ça. Bon, c'est vrai que Scott Ritter n'a pas de compte à rendre. Il est retraité de l'armée. Il doit avoir une très bonne retraite. Il a écrit des livres. C'est quelqu'un qui doit faire des conférences. Il a des relations, de très, très profondes relations avec des responsables russes avec qui il discute. Et donc, bon, il peut se permettre, il n'a rien à craindre. Et aux États-Unis, il y a l'article 1 de la Constitution, ou le premier amendement plutôt de la Constitution, qui protège la liberté d'expression. Bon, cela étant, son discours, il frappe. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable aux États-Unis, c'est qu'il y a des manifestations dans les universités, etc. Mais par contre, il faut dire que le camp de la répression, il ne reste pas inactif. J'ai appris il y a un type qui s'appelle Juge Napolitano, enfin bon, pour ceux qui peuvent comprendre, c'est vraiment des vidéos assez extraordinaires de l'analyse politique, parce que les mecs qui parlent là-dedans sont vraiment, vraiment pointus. Et donc, le judge Napolitano, il avait un invité cette semaine qui avait dit que ce que je regrette, c'est que les Américains n'utilisent pas du tout le concept des Sayanim. Voilà. Et ça, je regrette beaucoup parce que ça donne, le concept des Sayanim donne vraiment l'image exacte du complot auquel participent des nationaux américains, 10 000 ou 15 000 Américains, juifs américains, qui travaillent pour un État étranger. Et je regrette que la notion des Sayanim, ça veut dire d'utiliser les termes des Sayanim, ça veut dire qu'il y ait des agents du Mossad. Voilà. Parce que, bon, ils disent que, oui, il y a des groupes de pression, mais ça ne reflète pas vraiment l'idée d'un groupe de 10 000 à 15 000 personnes liées au Mossad et qui travaillent pour un service étranger et pour l'intérêt d'un pays étranger. Or, j'ai appris cette semaine que ces Sayanim, moi je les appelle des Sayanim, ils ont organisé, ils ont monté un comité de répression contre les étudiants qui manifestaient, notamment dans les grandes universités comme Harvard, etc. Ils les ont filmés, ils ont noté les noms,
et ils ont établi une liste de gens qui ne seront pas recrutés lorsqu'ils auront leur diplôme. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est-à-dire que, vous savez, aux États-Unis, ça coûte extrêmement cher de faire des études. C'est-à-dire les gens investissent 50 000 $ par an, facilement. Donc, ils font des emprunts. Et après, bon, évidemment, quand on est diplômé en droit de Harvard, on est recruté par des grandes compagnies d'avocats, les grandes sociétés, etc., ou les banques et tout. Mais là, ils vont les mettre sur les listes noires. Et c'est ça que je regrette qu'il n'y ait pas encore une fois comment dire, la notion de complot. C'est-à-dire que des gens qui sont infiltrés dans toutes ces grosses sociétés unissent leurs intérêts pour réprimer des manifestants qui exercent leur droit de manifestation. Et je veux dire, ils ont parlé comme si c'était quelque chose, enfin, je veux dire, c'était même pas une hypothèse. D'ailleurs, ils ont même donné le nom comment dire, d'organisation qui le fait, enfin, du projet, mais que j'ai pas très bien compris parce que c'était 17. Alors, je sais pas comment, je sais pas à quoi ça faisait référence, mais en tout cas, il y a un système de répression qui est mis en place et donc c'est un peu le combat du pot de fer contre le pot de terre. Dans une autre vidéo que vous m'aviez montrée au début, Scott Ritter disait que de toutes les façons, la politique américaine ne pourra pas changer. Pourquoi? Parce que 90% des membres du Congrès, députés ou sénateurs, sont entre les mains du lobby. Sont entre les mains du lobby. C'est-à-dire que si un sénateur ou un membre de la Chambre des représentants ne se montre pas favorable à Israël, le lobby va monter contre lui un candidat, va lui donner énormément d'argent. Bon, aux États-Unis, tout se fait avec le fric. Et d'ailleurs, il y a un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Tlaïb. C'est une femme qui porte souvent le voile, qui est membre de la Chambre des représentants. Elle est musulmane. Je ne sais pas si elle est américano-palestinienne. Elle a été élue, je crois, dans l'État de New York. Et elle est vraiment virulente contre Israël. Et le lobby, cette année, va donner 20 millions de dollars à son adversaire pour essayer de la dégommer. Et voilà, comment dire, c'est un combat impossible. Pourquoi? Parce que le lobby a commencé son travail en profondeur, comme en France d'ailleurs, dès 1959. Les Sayanim ont été créés en 1959. Pour ceux qui veulent approfondir la question, je leur conseille de lire le livre de Gordon Thomas, qui est le spécialiste des services secrets britanniques et qui dit, je crois que ça s'appelle La guerre secrète du Mossad. Et il avait interviewé le chef du Mossad qui lui avait dit, Meir Amit, qui lui avait dit en 1959, j'ai créé le corps des Sayanim. Donc, depuis 65 ans, ces gens-là sont infiltrés dans tous les secteurs des sociétés américaines, françaises, britanniques, et ils imposent leurs lois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens se disent, mais enfin, c'est pas possible, comment ça se fait? Oui, mais c'est parce que ces Sayanim, introduits dès 1959, ont fait le boulot. Ils ont empêché les journalistes arabes ou pro-arabes d'avoir un poste à la radio ou à la télévision. Ils ont imposé le discours sioniste, ils ont imposé le storytelling, le narratif sioniste de petit État démocratique qui se défend
contre des hordes sauvages qui veulent jeter les Juifs à la mer, etc. Enfin, du petit pays qui a fait refleurir le désert. C'est tout ce discours qui a été matraqué, qui est rentré dans l'inconscient collectif, et des films comme Exodus, etc. Et donc aujourd'hui, les gens arrivent et se disent c'est pas possible, nous, enfin regardez les vidéos et tout, mais ils sont confrontés à un mur. Et ce mur a été construit depuis 65 ans. Et ce qui est malheureux, c'est que moi, j'ai appris l'existence des Sayanim en 1959. Pardon, en 1950, dans les années 90. En 1959, j'avais 15 ans. Non, dans les années 90. Et j'étais étonné. À l'époque, malheureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc je ne pouvais pas en parler. Enfin, je veux dire, à qui je vais aller en parler? À 2 ou 3 amis, quoi. Et j'étais étonné que personne n'en parle. D'ailleurs, c'est moi qui ai introduit le terme en France. Avant, personne ne parlait de Sayanim. Le terme n'existait pas du tout. Et depuis que j'ai publié le livre Le Printemps des Sayanim, les gens parlent de Sayanim, Sayan, Sayanim, etc. Et j'étais surpris et j'ai compris la raison de ce silence. En fait, prenons un journaliste qui a lu les livres que moi j'ai lus et qui tombe sur les Sayanim. Il va se dire, oh là là, ça c'est de la dynamite, il ne faut pas que j'en parle. Pourquoi? Parce que quand j'ai publié le livre en 2010, on m'a fait le reproche suivant. On m'a dit, mais est-ce que vous ne recréez pas le complot le protocole des sages de Sion, c'est-à-dire le complot juif mondial? Et c'est ça la peur qui a dû saisir les journalistes, de se dire, si je parle des Sayanim, on va m'accuser de reproduire le protocole des sages de Sion. Et donc, il vaut mieux que je n'en parle même pas. Et on a laissé perpétuer. Moi, ce que je reproche, à la limite, depuis 2010, et j'ai souvent dit que malheureusement, le camp de la résistance n'est pas bien organisé. Parce que lorsqu'on découvre l'existence des Sayanim, on se dit, d'abord, il faut apprendre à les dénoncer, que les gens comprennent qu'il y a tout un réseau, parce que les gens se disent, mais c'est pas possible, comment ils font pour dominer? Il faut qu'ils sachent qu'il y a des gens qui sont en mission. Quand le président de Publicis, qui contrôle 50% de la publicité en France, donc tout le monde le sait, à la télévision, etc., attention, ce mec est important, il peut être dangereux. Et il vient à la télévision et il dit, celui qui ne participe pas à la marche contre l'antisémitisme est un partisan du Hamas. C'est un message qu'il envoie aux télévisions. Il leur dit, voilà ce qu'il faut dire. Parce que sinon, gare à vous, c'est moi qui contrôle 50% du marché publicitaire en France. C'est ce que j'aurais voulu que les gens, que le camp de la résistance comprennent et agissent de la sorte. Voilà. Et bon, aux États-Unis, malheureusement, enfin, comme pour revenir aux États-Unis, les États-Unis est un pays où vraiment sur l'Ukraine, sur le Gaza, le discours est beaucoup plus libre. Enfin, il y a beaucoup plus de liberté qu'en France. Ça, c'est, je veux dire, il n'y a pas photo. Mais malheureusement aussi là-bas, il y a tout le système qui est mis en place depuis longtemps. Cependant, bon, on peut espérer que, comment dire, certaines idées fassent leur chemin, etc. Voilà, c'est ce qu'il faut espérer. Et en parlant c'est ce qui me lie au deuxième sujet, enfin, le petit point que je voulais aborder sur Khalida Jarrar. Khalida Jarrar est une députée palestinienne. Donc, c'est une femme qui a à peu près
Oui. Ouais, avant de continuer sur ce Oui, sujet, s'il y a des peut-être questions. il y a quelqu'un qui peut déjà rebondir là. Avant de donner la parole donc à le bourreau sur Twitter et j'ai quelqu'un aussi sur YouTube. Moi, j'avais déjà je voulais juste revenir par rapport à ce que disait Scott Ritter dans sa Oui. vidéo. Et selon lui, il dit que ça sonne la fin d'Israël. Est-ce que vous pensez la même chose? Non. Et c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec lui. Autant j'apprécie beaucoup ses analyses, mais autant, je veux dire, moi j'ai envie de voir. Moi, j'attends de voir. Parce que pour moi, la preuve que ce n'est pas la fin d'Israël, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, après ce qui va se passer demain, je ne sais pas. Mais si j'en juge pas sur ce que se passe jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de mouvement d'importance. Je ne parle pas des manifestations. Pour moi, les manifestations, bon, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va faire tomber le régime sioniste. Ouais, il faut être réaliste. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de boycott. Il n'y a pas. Bon, les résolutions de l'ONU, pour moi, ça compte pour du beurre. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de compter là-dessus. La CPI, pour moi, ça ne vaut rien du tout. Je veux dire, même si la CPI, dans 2 ou 3 ans, hein, pas avant, dit qu'Israël a commis des crimes de guerre, ça ne va pas bouleverser le monde. Bon. Donc, jusqu'à présent, en fait, Scott Ritter dit que c'est un État, Israël, l'État d'Israël est en train de susciter la haine, le mépris. Je veux bien. Vous savez, Israël n'est pas du tout apprécié par les États occidentaux, ni par l'Amérique. Mais ils sont obligés de faire avec. Vous savez, par exemple, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours avec Dominique de Lavarde. Et Dominique de Lavarde a cité l'exemple, il a dit, lorsque j'étais au Liban, avant, quand je suis allé au Liban, dans le cadre d'une force militaire, j'avais beaucoup de sympathie pour Israël. 2 ans après, j'avais beaucoup d'antipathie pour Israël. Pour moi, c'est un État voyou, etc., etc. Et tout le monde pensait de pareil. Bon. Moi, j'ai des témoignages, enfin j'ai lu, je n'ai pas de témoignage direct, mais j'ai lu sur des diplomates français qui, en privé, mais disent leur mépris, leur dégoût de cet État voyou. Vous savez, par exemple, les États-Unis, qui est le pays ami par excellence d'Israël. Les Israéliens ont envoyé un espion qui s'appelle Jonathan Pollard, qui a pillé les secrets les plus importants. Et d'après Scott Ritter ou un autre de ces Américains, ils les ont donnés à l'Union soviétique pour permettre le départ des Juifs soviétiques en Israël. Est-ce que vous imaginez la trahison de ce qu'on appelle un pays ami? C'est un pays qui n'est pas du tout aimé et apprécié. Mais ils n'ont pas les cojones de s'opposer à lui. C'est ça le truc. C'est-à-dire, OK, vous n'aimez pas ce pays. D'accord, la Russie n'aime pas ce pays, mais la Russie compose avec ce pays. La Chine n'aime peut-être pas ce pays, mais la Chine compose avec ce pays. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les pays arabes, les régimes arabes n'aiment pas ce pays, OK, eh bien, mais ils composent avec ce pays. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'action, comment dire, concrète, d'importance, qui va contrer cet État. Et donc, jusqu'à ce que je la vois, moi, l'action la plus importante pour moi, c'est celle des Houthis au Yémen. Eh ben justement, Ça, monsieur, c'est ça tombe ça, bien. On a Outil qui est avec nous sur YouTube. Il va pouvoir rebondir sur ce que vous disiez. Et juste pour les autres intervenants, parce qu'il y a d'autres intervenants qui voulaient poser des questions, il y a le lien qui a été posé sur le commentaire. Je vais le remettre éventuellement. Sinon, vous pouvez écrire votre question sur le chat et je la poserai volontiers. Donc, je donne la parole à Outil qui est avec nous sur YouTube. Si je peux me permettre, parce que je ne peux pas lever la main, hein,
Donc, je voulais poser ma question, si je peux me permettre. Alors, Outil, c'est à vous. Oui, est-ce que vous m'entendez ou pas? Voilà, on vous entend. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Altitude, bonsoir Monsieur Cohen. Mon ancien pseudo c'était Arsenic, hein, je l'ai changé. J'ai mis Outil parce que j'estime que ce peuple représente très très bien la résistance internationale, hein, pas qu'arabe, pas que musulmane, mais vraiment internationale et même d'ailleurs même juive d'ailleurs. Hein. Donc c'est un honneur. Ce peuple-là a tapé où il fallait dans le portefeuille, hein, en mer Rouge. Donc, elle a calmé la haine sioniste contre le pauvre peuple palestinien. Hein, je peux vous garantir que même l'Europe, vous l'avez vu, M. Cohen, vous en êtes témoin que même les pays européens se sont désolidarisés de la pseudo-alliance américaine contre le Yémen. Bon, ça c'est déjà un bon point de gagner. Voilà. Moi, ce que je pense, Monsieur Cohen, pour moi, vous êtes vraiment une bibliothèque. Sincèrement, vous êtes quelqu'un de formidable, d'exceptionnel. Vous avez mené un combat pour expliquer justement à la planète ce qui se passait sur le conflit du Moyen-Orient. C'est tout à votre honneur. Mais je pense que là, à l'heure actuelle, tout a changé. La donne a changé, Monsieur Cohen. C'est plus ça ne sera plus jamais comme avant. C'est terminé. Les massacres qui ont eu lieu, qui ont touché les musulmans comme les chrétiens en Palestine, vous le savez très bien, M. Cohen, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Il y aura le boycott, parce que c'est une honte maintenant de travailler avec cette entité. C'est une honte. Même les dirigeants qui sont soumis à Israël n'oseront plus s'afficher, n'oseront plus travailler avec cette entité criminelle, génocidaire. Ils sont pires que les nazis. Hein. Donc, moi, je pense qu'Israël est foutu, à moins que une majorité d'Israéliens, excusez-moi, après je termine, vous verrez, renverse la vapeur, dégage ce gouvernement d'extrême droite, fasciste, nazi, raciste, xénophobe, enfin tout ce qu'on peut dire, et que moi je pense que la seule solution, M. Cohen, c'est qu'on discute tous, parce qu'on est tous des frères et sœurs. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de bon, de mauvais, de diable. Non, on doit discuter et on peut trouver un compromis. Voilà, je me tais, M. Cohen, je vous écoute, si vous permettez. D'abord, je reprends à une chose fondamentale. Il faut comprendre les sionistes. Il n'y a pas de gauche et de droite. Le sionisme a toujours été brutal avec les Arabes, avec les Palestiniens. Je ne vais pas vous faire l'historique, mais le nettoyage ethnique a été fait par le gouvernement de 48, a été fait par le gouvernement le plus à gauche, le plus socialiste, quasi communiste qu'a connu Israël. Bon, il est vrai que la question d'Israël aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à ce que ça change à l'intérieur d'Israël. Ça, c'est un espoir vain, V-A-I-N. Il ne faut pas compter là-dessus. Je connais la société israélienne. C'est une société qui est de plus en plus fascisante, de plus en plus extrémiste. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Je veux dire, il y a 30 ans, les sionistes se cachaient quand ils tuaient. Et, vous savez, il y a une formule célèbre qui disait, vous pouvez chercher sur Google, on tire et on pleure. On a même fait un documentaire là-dessus. C'est-à-dire que les Israéliens se désolaient toujours de mener des actions terribles, etc. Aujourd'hui, ils s'affichent. Ils disent on le fait et on emmerde le monde. Et ça, c'est un changement extraordinaire, enfin extraordinaire dans le sens qui est vraiment nouveau dans la société israélienne. C'est-à-dire que, vous savez, l'armée était une armée, qu'on le veuille ou non, elle avait quand même un vernis qui n'était pas qu'un vernis légaliste. Même si elle était occupante, mais au moins, disons, elle conservait une forme, d'accord, accordez-le-moi.
une forme de légalité, de neutralité, etc. Aujourd'hui, les militaires sont avec les colons en Cisjordanie pour tuer des Palestiniens sans défense, pour prendre leur maison, etc. Pourquoi? Parce que l'armée israélienne a changé. Avant, il n'y avait que des gens pas religieux. Depuis quelques années, les officiers intermédiaires, genre lieutenant, capitaine, etc., près de 40% d'entre eux portent la kippa, sont religieux, sont nationalistes et se fondent sur les discours des rabbins qui leur disent. Moi, j'ai vu des vidéos où les rabbins leur disent on a le droit de tuer des bébés arabes si vous pensez que ces bébés peuvent devenir un danger au futur. Donc, ils reçoivent la bénédiction de tuer des bébés. Et ce décret religieux est contresigné par des centaines de rabbins. Donc, il n'y a rien à attendre de cette société. Pour moi, elle va se déradicaliser de plus en plus. Pourquoi? Parce que les gens bien, ça veut dire les Israéliens corrects, qui sont des ingénieurs, qui sont dans le high-tech, qui sont dans la culture, ils vont petit à petit partir parce qu'ils ne pourront plus supporter de vivre dans ce pays à la charia juive. Et donc, ce pays va devenir de plus en plus violent, de plus en plus indifférent, de plus en plus aveugle. Alors, vous savez, la communauté internationale, moi, j'aimerais bien partager le discours de Houthi. Bon, j'aurais voulu, mais j'ai une petite expérience de la communauté internationale. Et vous savez, ce n'est pas les peuples qui décident, malheureusement. Ce ne sont pas les peuples, ce sont les États. Et les États, ils ont des intérêts différents. Voilà. Les États sont des monstres froids, comme avait dit un philosophe au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à fiche. Voilà. Ils versent une larme du crocodile. Voilà. Mais, vous savez, c'est pas on n'assiste pas à. Enfin, je regrette de le dire aussi brutalement, aussi cyniquement, mais ce n'est pas le premier massacre, certes. C'est un massacre terrifiant. Enfin, il n'y a pas de mots pour le qualifier. Mais est-ce que jusqu'à présent, est-ce qu'on a fait bouger les lignes au sein des États? Moi, je parle des États. Voilà. Et je regrette de le dire, vraiment, je le dis avec beaucoup de tristesse, les premiers pays concernés, ça veut dire les pays arabes et les pays musulmans, qui, d'une façon ou d'une autre, quand ils ne font rien, c'est-à-dire rien de concret, bon, à part, j'ai dit, le Hezbollah, les Houthis et le Hamas, donc ils se soumettent d'une façon ou d'une autre, qu'ils le veuillent ou non, ils se soumettent au diktat américano-sioniste. C'est-à-dire, ils s'aplatissent devant une politique de nettoyage ethnique menée avec une férocité extraordinaire. Et je regrette de le dire, 50 pays arabo-musulmans, s'ils avaient juste dit, si dans les 24 heures ça ne s'arrête pas, on coupe tous les robinets, eh bien, je vous assure que le truc se serait arrêté. Le massacre se serait arrêté. Mais seulement les dirigeants, les régimes arabes, musulmans, européens, africains, etc., ils ont d'autres intérêts. Ils ont des visions. Ils ont à s'occuper, peut-être, après tout, à juste titre. Ils ont à s'occuper du développement de leur pays, de la paix, des emprunts qu'ils ont faits, de ne pas être déstabilisés, etc. Donc, ce sont peut-être sont probablement des régimes qui sont tenus aussi. J'ai dit tout à l'heure que l'Occident était tenu par les Israéliens. Les Américains ne peuvent rien faire. Voilà. Les Français, imaginez par exemple, on ne le cite pas, mais Epstein, il a tourné des centaines, sinon des milliers de vidéos compromettantes.
mettant en cause des politiques, des artistes américains, français, anglais, la famille royale britannique. Et ces vidéos sont entre les mains du Mossad. Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez, le Mossad, il a assassiné en 67, pour vous montrer la brutalité de ce service. Il y avait un navire d'écoute, le Liberty, en 67, au large, dans les eaux internationales. Mais les Israéliens l'ont bombardé, ils ont voulu le couler. Et par chance, il y a eu un navire russe ou soviétique qui passait par là, et ils n'ont tué que 40 marins américains. Mais les Américains n'ont pas osé dire quoi que ce soit aux Israéliens. Je ne sais pas par quoi ils les tiennent, mais ils les tiennent. Voilà. Regardez, moi je suis sûr, la lâcheté des Français, des Allemands, des Anglais, etc., elle n'est pas normale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous, on ne sait pas. Moi, je suis sûr qu'ils les tiennent par toutes sortes de menaces ou de scandales. Vous savez, ils sont capables, les Israéliens, de dire, écoutez, si vous nous emmerdez, on fait péter le monde. Voilà, ils ont une centaine de bombes nucléaires et je vous assure que ces gens-là ne rigolent pas. Ils ne rigolent pas. Ce sont des fous. Ce sont des fous. On a créé un Frankenstein. Le monde occidental a créé un Frankenstein dont il ne sait pas aujourd'hui comment le gérer. Voilà. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que on peut, comme je crois l'avoir dit il y a une semaine ou deux, je crois qu'on peut espérer une forme de distanciation du monde par rapport aux Israéliens, à Israël, notamment sur le plan culturel. Ils sont très sensibles à ça, les Israéliens. Ça veut dire, si on voit qu'ils sont rejetés lorsqu'ils vont à l'étranger, ils vont être dédaignés, insultés, etc. À un moment donné, voilà, par exemple, la Chine, les Chinois, j'ai vu ça dans une vidéo américaine, que la Chine a hypocritement, j'ai mis entre guillemets hypocritement, comment dire, elle n'a pas honoré une commande israélienne de produits, comment dire, de produits importants, voilà. Donc, il y aura probablement ce genre de choses parce que c'est vrai que ça. Mais moi, je demande à voir. Donc, pour revenir à la prophétie de Scott Ritter et d'autres, comme le colonel McGregor, etc., moi, je demande à voir. Voilà. Moi, le jour où je verrai une action concrète valable, voilà. Par exemple, si dans une semaine, les Américains disent bon, on arrête de vous fournir les armes, par exemple, à ce moment-là, d'accord. Mais tant que, vous savez, par exemple, prenez Macron, regardez la déchéance d'un pays comme la France. Macron appelle Netanyahou et il lui dit oui, il faut quand même faire attention aux victimes civiles, etc. Mais il ajoute oui, mais bien sûr, Israël a le droit de se défendre. C'est important d'Israël défendre sa sécurité. Mais quelle sécurité d'Israël? Enfin, voyons. Mais comment un petit pays comme ça a réussi à imposer au monde? Ça aussi, voilà comment il réussit à imposer des choses. Les pays occidentaux disent ah oui, il faut qu'Israël, il faut assurer la sécurité d'Israël. Mais c'est un pays qui on a peut-être des réponses là tout de suite. On va voir. Il y a des intervenants là qui veulent réagir peut-être. Je vais donner la parole sur X à Le Bourreau, qui lève la main depuis tout à l'heure. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, M. Cohen. Bonsoir à tous les auditeurs. Bon, il y avait pas mal de questions à poser, mais j'ai un peu fait le filtre. Bon, pour moi, c'est clair qu'aux États-Unis, le lobby sioniste est très fort, car il a un appui de taille. C'est le lobby protestant, bien évidemment. Donc, justement, l'une de mes questions, jusqu'à quand les protestants, selon vous, continueront
auront à soutenir Israël malgré les massacres. Une autre question, est-ce qu'on peut dire justement par rapport aux Sayanim, comme vous en parliez, que des gens comme M. Fabius ou M. Kohler, secrétaire général de l'Élysée, sont pour vous ou peuvent être des Sayanim et comment considérez-vous, est-ce qu'on doit prendre au sérieux les chiffres avancés par les brigades Al-Qassam concernant les destructions à l'armée sioniste? Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Alors, bon, vous savez, aux États-Unis, le problème, c'est que les protestants continueront à soutenir Israël pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas la même lecture. On ne leur dit pas la vérité sur les destructions. C'est-à-dire que les Israéliens leur disent, moi, quand j'écoute les médias israéliens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous bombardons des lieux où il y a le Hamas. Et donc ça, c'est comme, voilà, on a un chèque en blanc. À partir du moment où on déclare qu'on bombarde le Hamas, donc on peut détruire des immeubles parce que le Hamas y est si caché. Et donc les protestants achètent ce genre de propagande. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que la propagande israélienne marche. C'est-à-dire qu'on leur dit, il y a du Hamas dans ces immeubles, dans les hôpitaux. Et donc, les gens qui sont pro-israéliens, ils disent, ah ben oui, il faut qu'Israël se défende. Bon. Alors, la définition des Sayanim, ça veut dire les Sayanim ne peuvent être que des Juifs. C'est le, comment dire, les Sayanim, au départ, sont des Juifs qui travaillent pour Israël. Donc, Fabius, probablement, je ne sais pas, Elisabeth Lévy, certainement, Bernard-Henri Lévy, Goldnadel, etc. Enfin, le président de Publicis. Mais Kohler, à mon avis, n'est pas juif. Donc, il ne peut pas être un Sayan. Cela dit, il peut très bien être un allié, il peut se montrer un allié plus sûr d'Israël que d'autres. Voilà, donc les Sayanim sont des juifs au départ, c'est-à-dire que le Mossad s'adresse à des juifs qui vivent à l'étranger et il fait vibrer la corde sioniste. Voilà. La dernière question, je crois, portait sur les dommages infligés aux sionistes, aux Israéliens. Et je crois que, d'après les sources que j'ai, moi, c'est-à-dire américaines, encore une fois, les Israéliens payent un lourd tribut dans cette guerre. C'est-à-dire, ils ne disent pas la vérité. Et d'ailleurs, ça m'a étonné parce qu'en général, les Israéliens, disons, comme c'est un petit pays, les gens se connaissent, ils évitent de dire des conneries parce que les rumeurs se répandent très vite. Or là, il y a des témoignages, enfin en tout cas de ce que j'ai entendu, hein, sur les télés israéliennes et des personnes très très bien informées comme Max Blumenthal par exemple. Si les gens peuvent le suivre, ce serait bien. Ils disent que vraiment les Israéliens reçoivent une raclée monumentale, les soldats. Hein. Et d'ailleurs, ça fait, vous savez, les Israéliens ont fait la guerre de 107 qui a duré 6 jours. La guerre de 113 qui était contre l'armée égyptienne et l'armée syrienne réunies, ce qui n'est pas rien. Elle a duré 1 mois et demi. Et là, ça fait presque 3 mois. Alors attendez, novembre, décembre, 2 mois et demi en tout cas, au moins, 2 mois et 20 jours qui n'arrivent pas à bout du Hamas. Ça veut dire à bout de quelques milliers de guerrieros. C'est quand même ils utilisent des moyens absolument phénoménaux. Et ils se font piéger dans des maisons, leurs tanks se font sauter. Il y a vraiment l'armée israélienne paye. Moi, personnellement, j'étais assez surpris de probablement, et ça aussi, l'action du 7 octobre n'est pas seulement une action d'éclat, mais le Hamas, et il y a une dizaine d'organisations qui sont avec lui, comme le djihad islamique et d'autres qui se sont
très très bien préparés. Et donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas se rendre. Voilà. Et donc, ils se battent, ils jouent leur vie. Et moi, j'ai vu des vidéos, enfin, je ne sais pas si vous avez l'occasion de les voir, mais d'un courage extraordinaire, d'une ingéniosité phénoménale. Et les Israéliens, ils sont durement touchés. Et même, vous savez, il y a des éditorialistes israéliens, comme celui des Yediot Acharonot, ça veut dire enfin, le plus grand quotidien d'Israël. Il y a le plus grand éditorialiste qui commençait à se poser des questions. Il leur dit peut-être que c'est pas, il faut peut-être arrêter, il faut peut-être négocier. Ça veut dire pour que des gens aussi importants, des sionistes convaincus, hein, c'est pas des gauchistes, lancent des cris comme ça, c'est que ça va très mal pour eux. Mais vous imaginez l'orgueil de l'armée, enfin de Tsahal, Netanyahou, etc. Comment des Arabes, comment habillés de guenilles. Nous avons des tanks, nous avons le Mossad, nous avons ceci, cela. Et ils vont nous battre, on va négocier avec eux. Mais enfin, vous imaginez l'effondrement intellectuel, politique, social, enfin, c'est terrible. Et donc, ils continuent, mais ils payent un prix très, très fort. Et les chiffres avancés par le Hamas sont très vraisemblablement véridiques. Voilà. Alors, il y avait Mohamed, je crois, qui était sur X. Tu n'arrives pas à lever la main. Si tu veux prendre la parole, je te la donne tout de suite. Vas-y. Merci infiniment. Voilà. Bonjour Monsieur Cohen, merci infiniment de votre présence. Bonjour. Moi, je vous ai écouté à plusieurs reprises et vous êtes une personne qui parlait sans pincette et vous avez un franc-parler. J'ai deux questions rapidement. La première question, comment fait-on la différence entre un juif qui n'est pas sioniste et un sioniste et pourquoi un juif qui n'est pas sioniste ne l'est pas, parce que finalement les sionistes disent que c'est la terre d'Israël. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que on pourrait pas dire, par rapport au silence des gouvernements arabes, on peut pas dire que dans les gouvernements arabes, il y a peut-être des sayanim. Donc voilà, merci infiniment. Je vais commencer par la deuxième question. Non, il n'y a pas de sayanim. C'est-à-dire que les pays arabes ou les régimes arabes ont compris à partir des années 70-80, surtout à partir des années 80, qu'il est vain de lutter contre cet État. Parce qu'un régime arabe, c'est quoi? Un régime arabe, il n'est pas l'expression de la volonté populaire. La volonté populaire aurait voulu qu'on se batte pour la dignité de la nation arabe, pour l'unité de la nation arabe, pour défendre Al-Quds, le siège de la mosquée Al-Aqsa. C'est ça ce que veut le peuple arabe. Et il est prêt à se sacrifier pour ça. Mais un régime arabe, qu'est-ce qui l'intéresse, un régime arabe? D'abord, en général, les régimes arabes, ils ont une très faible légitimité. Combien de régimes arabes sont vraiment élus démocratiquement et reçoivent l'onction populaire? Je parle des monarchies aussi. Hein. Voilà. Donc, quel que soit, en général, la plupart des régimes arabes, c'est une caste ou une mafia ou ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, qui arrive au pouvoir et qui a envie de se maintenir parce qu'il y a des privilèges. Voilà. Et donc, vous savez, dès les années 70-80, et je vais vous donner un exemple de l'abandon de la Palestine dès les années 70. Vous savez, les années 70, il y avait des groupes armés très importants, des résistances militaires palestiniennes étaient constituées de plusieurs milliers de guérilleros ou de militants. Il y avait le FPLP, il y avait le FDLP de Georges Habash. Enfin, c'était des dizaines de milliers de combattants. Bon. Et Israël a dit à la Jordanie, voilà, alors tu as le choix, ou tu gardes
les guérilleros, enfin, où tu les combats, où je fais sauter ton régime. Eh ben, le roi de Jordanie, il avait assassiné ce qu'on appelle Septembre Noir. Mais il avait assassiné dans les 3000 à 4000 guérilleros palestiniens. Ça, c'est le roi de Jordanie. Bon, qu'ont fait les pays de la Ligue arabe? Les pays de la Ligue arabe se sont réunis et ils ont dit, bon, écoutez, on ne veut pas de Palestiniens chez nous, enfin les guérilleros, d'accord? Ni l'Égypte, ni la Syrie, ni la Jordanie, on va les envoyer au Liban. Pourquoi le Liban? Parce que le Liban était un petit pays qui ne pouvait pas opposer son droit de veto. On lui dit, écoute, ferme ta gueule et tu reçois les milliers de Palestiniens. Voilà. Eh bien, on a vu ce qui est arrivé, la guerre civile, etc. Donc, dès les années 70, les pays arabes, les régimes arabes se sont lavé les mains, s'en sont lavé les mains comme Ponce Pilate. Ils ont dit, genre, écoute, voilà, bon, et ils ont compris que finalement, enfin, ils ont compris, ils ont vu le rapport de force, voilà. Et le rapport de force était pour, s'ils voulaient garder, et d'ailleurs, si un régime arabe voulait tenir tête, regardez ce qui est arrivé à Saddam Hussein, regardez ce qui est arrivé à Kadhafi, ce qu'on a voulu faire de la Syrie. Donc, voilà. Et les régimes arabes se sont dit, bon, voilà, on va accepter le fait accompli. Et donc, c'est ça. Il n'y a pas de sayanisme au sein du monde arabe. Il y a peut-être un sayan au Maroc qui s'appelle André Azoulay, qui est devenu conseiller du roi depuis 40 ans. Voilà, c'est à ma connaissance le seul sayan qui a été intégré dans un pays arabe. Bon, alors la première question, bon, j'ai oublié, je suis désolé. Alors, Est-ce que vous avez oublié ce que c'était la première question? Alors, la première question que je pose de manière complètement profane, même si j'ai la réponse, mais le problème, c'est que je ne l'ai pas de manière complète, c'est pourquoi comment on explique qu'il y a des juifs sionistes et qu'il y a des juifs qui ne le sont pas, en fait. Okay. D'accord. Sionistes, Au départ, je vous en prie. Ok, au départ, le projet sioniste, au début du XXe siècle, 1920, 1930, 1940, n'était pas du tout populaire au sein des communautés juives dans le monde. Et même les 95% des juifs religieux étaient opposés au projet sioniste jusqu'en 1948. Bon, je n'ai pas le temps de développer cet aspect, mais croyez-moi, le projet sioniste n'a pas reçu le moindre, quasiment le moindre. Même au Maroc, moi j'habitais au Maroc, et les rabbins nous mettaient en garde contre ces mécréants de sionisme. Voilà. Sauf que petit à petit, le régime sioniste a réussi à convaincre les rabbins et les religieux dans le monde d'accepter l'État d'Israël, mais en même temps, les Juifs, bon, c'est dommage, j'aurais pas le temps, mais les Juifs qui sont partis en Israël ont été arnaqués, ont été manipulés pour y aller. Les Juifs des pays arabes, les Juifs de l'Union soviétique, les Juifs d'Afrique noire. Bon, je n'ai pas le temps de développer. Et donc, vous savez, il y a beaucoup plus de Juifs non sionistes que des Juifs sionistes. C'est par exemple, si je prends la France, il y a à peu près un tiers de Juifs qui sont sionistes, mais les 2 tiers qui ne sont pas anti-sionistes, ils sont indifférents. Et c'est pour ça comme ils n'ont pas droit à la parole, on ne les entend pas. Mais en fait, les 2 tiers des Juifs en France, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, ils n'en ont rien à fiche d'Israël. Voilà. Laissez-moi tranquille, c'est pas mon affaire. Donc, en fait, ils n'expriment pas leur antisionisme. Moi, je suis un militant, d'accord, mais il y a des dizaines de milliers de Juifs en France qui ne sont pas militants, mais qui n'appuient pas Israël, qui ne participent pas à la propagande, aux manifestations, etc., etc. Voilà, s'il y a une autre question. oui, alors justement, Monsieur Cohen, il y avait
nous, on a commencé avec Scott Ritter sur la vidéo. Et là, Oui. on a un Scott Bakula qui va, qui va intervenir. Bon. Bonsoir. 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 Alors, bonsoir tout le monde. Je voulais juste poser une question à M. Cohen. Oui. Et appuyer aussi sur quelque chose par rapport à Scott Ritter, du fait qu'il ait été engagé dans la distribution d'armes, surveillance d'armes à l'international. Donc, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance de ce côté-là? Donc, ça, c'était juste un point. Ensuite, la question, c'est par rapport à Monsieur Habib, prénom Oui. Meyer. Oui. Donc, franco-tunisien de son état, arrêté pour terrorisme dans les années 80, pour ratonnade, etc. Il s'est enfui en Israël, il est revenu. Et il y a quelque chose de très sombre là-dedans, en fait, du fait de son évolution. Bon, il y a quelques articles qui sont sortis dans quelques magazines. Son lien avec la PEG française, en fait, la israélo-française, on va dire, et Netanyahou. Donc on a des photos, en fait, on a tous les éléments pour prouver en fait de sa corruption, enfin de la corruption de Meyer Habib et des 60 autres députés franco-israéliens dans le gouvernement français. Donc ça, c'était la question, en fait, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'était la première question. Et la deuxième, c'est pourquoi c'est la différence, en fait, selon vous, entre pourquoi, d'où vient cette méchanceté, en fait, des gens de confession juive, en fait, des pays arabes, comme Itmar Ben-Gvir, par exemple, ou autres, ou Monsieur Chouraki en France. Vous savez, ils ont cette particularité d'être un peu plus agressifs que les autres, quoi. Et voilà. Merci beaucoup. Je passe. Il y a un écho là. Ouari. Ah, ok. Vous savez, je vais vous dire la différence entre les juifs orientaux et les juifs occidentaux. Bon, moi je suis un juif oriental et les juifs occidentaux, c'est-à-dire le Ben Gurion, Golda Meir, ils sont, comment dire, ils font le mal, mais avec un vernis libéral, démocratique, etc. Ils ne sont pas comme des Arabes. Les Arabes, comment dire, ils s'expriment, ils ne savent pas déguiser leurs intentions, leur perfidie. L'arabe, qu'il soit juif ou musulman, hein, je veux dire, l'arabe, il a cette caractéristique comment dire, d'amplifier son comportement, son idée. L'Ashkénaze, l'Européen, le juif européen, il est beaucoup plus mesuré. Il contrôle ses sentiments. Donc, quand vous entendez un Européen, un sioniste européen, d'origine européenne, vous me comprenez, vous allez avoir un discours policé, avec des références aux droits de l'homme, et la dignité humaine, etc. Alors qu'un juif arabe, enfin, qui a des caractéristiques arabes, il va avoir tendance à hurler, à insulter, parce que voilà, c'est un peu la caractéristique de l'arabe. Voilà. C'est pas péjoratif, hein. Je me considère comme un juif arabe et j'ai vécu au Maroc pendant mon pays d'origine pendant 35 ans. Donc je connais un peu. Regardez par exemple, je vais vous dire, en 67, quand il y a eu la guerre de 67, il y a eu un leader palestinien qui avait dit « Nous allons jeter les Juifs à la mer ». Bon, c'est une connerie. Parce que d'abord, il n'a même pas la capacité de le faire. Et deuxièmement, ça ne sert à rien de le dire. Mais c'est un slogan qui a été repris par la propagande israélienne et dans tout l'Occident, on a dit « Oh là là, on veut jeter les Juifs à la mer ». Et le souvenir de la Shoah était proche, enfin suffisamment proche, pour que les gens se disent oh, encore un nouvel holocauste, etc., c'est pas possible et tout. Et voilà comment dire, c'est ça la différence. Il y a un contrôle. Donc, Meir Habib fait partie, Chouraki fait partie de cette engeance
qui veut se montrer, à la limite, il se glorifie même d'être un peu voyou, de bénéficier de ceci, de cela. Alors que, bon, le juif ashkénaze, il est plus cachotier, plus vicieux, et beaucoup plus intelligent, beaucoup plus maître de ses, comment dire, de ses sentiments et de ses émotions. Et encore une fois, j'ai oublié la première partie de la question. Je suis désolé, la première question, c'était sur quoi? Bon. Alors, Scott, si tu es là, tu peux désactiver ton micro. Il est désactivé. Ah, il ne nous entend pas. Alors, je ne sais plus, je n'ai pas noté Bon, la je ne seconde me souviens question. pas de la première question. Bon. Si jamais ça vous revient. Scott, Je vais essayer de me souvenir. bref, en attendant, on peut donner la parole sur Twitter. Il y a Bibi qui est là. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Cohen. Alors moi j'avais deux petites questions. Donc la première, donc je crois savoir qu'il y a des négociations en cours. Il me semble que l'Égypte, ce qu'on a vu en tout cas sur les médias, a fait une proposition. Et il me semble qu'avant ça, il y a eu, je pense même Israël qui a proposé de s'asseoir à table de nouveau, mais c'est le Hamas qui a refusé sans un cessez-le-feu. Donc que pensez-vous de ces demandes, en fait, ces initiatives, en tout cas, qu'on voit clairement qu'Israël il veut négocier? Est-ce que c'est qui se voit infliger des pertes colossales, ou bien c'est juste une manière pour rassurer l'opinion publique, notamment les familles des otages? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelle est votre vision des choses? C'est-à-dire, déjà, comment ils vont sortir de Gaza, enfin, comment va se terminer entre guillemets, cette guerre? Et puis, voilà, et un peu comment vous voyez, c'est-à-dire le futur, notamment avec le sud du Liban et le Hezbollah. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Bon, Wally, je réponds à cette question et puis après on arrête. D'accord? Voilà, merci. Alors, l'implication de l'Égypte, à mon avis, elle tend à ceci. Comment neutraliser le Hamas et les groupes révolutionnaires de Gaza? C'est-à-dire que, là, il faut pas se faire d'illusions, hein. Le régime égyptien n'a aucune sympathie pour le Hamas. Aucune. D'accord? Voilà. Pour lui, c'est un mouvement, bon, il n'appelle peut-être pas terroriste, mais il n'est pas loin. Voilà. Et donc, en fait, pour l'Égypte aimerait bien que ça s'arrête parce que, bon, le peuple gronde, mais le Assisi, il n'en a rien à fiche. Hein. Je veux dire, ce qui l'intéresse, c'est de sauver la face, de garder, comment dire, de garder son pouvoir, de garder les relations privilégiées avec l'Amérique, avec l'Arabie Saoudite, de recevoir ses milliards, etc. Bon, chaque année. Et donc, de ce que je sais ou de ce que j'ai pu glaner ici ou là, c'est que l'Égypte voudrait lancer un plan où l'autorité palestinienne viendrait avec le Hamas, ou en tout cas contrôler la bande de Gaza, et le Hamas a refusé. Parce que le Hamas, il ne veut pas se dissoudre dans une entité qui collaborerait avec Israël. Il faut comprendre ça. Donc, c'est pas, comment dire, ça c'est la solution politique qui arrangerait les Israéliens. C'est pas parce que c'est comment dire, c'est le moins c'est le moins difficile pour les Israéliens. Parce qu'en fait, les Israéliens auraient voulu gagner sur tous les plans, c'est-à-dire
faire rendre gorge au Hamas, ça veut dire obliger le Hamas à se rendre ou bien les éliminer tout à fait, et qu'il n'y ait plus de résistance armée. Et ça, à mon avis, en tout cas, non seulement ils n'ont pas obtenu et ils ne vont pas l'obtenir, mais c'est très loin de leurs objectifs. Et en même temps, ils voient quand même, je veux dire, c'est bon, il y a les manifestations, même les Américains, d'après les observateurs américains comme Scott Ritter, etc., ça commence vraiment, le Parti démocrate commence vraiment à renacler. Voilà. Et puis, on a peur que l'Égypte, par exemple, ne voudrait pas qu'il y ait une extension du conflit, par exemple. Si le Hezbollah est amené à intervenir, si les Houthis mettent leurs menaces à exécution et empêchent réellement la navigation sur la mer Rouge. Donc, l'Égypte pousse pour une solution négociée, mais négociée de manière à museler le Hamas et les mouvements de résistance. Le Hamas ne refuse pas un cessez-le-feu. Le Hamas, au contraire, il veut un cessez-le-feu, mais il refuse un plan égyptien qui tendrait à annihiler la résistance du Hamas et des groupes. Voilà, ça veut dire qu'il refuse toute solution qui amènerait un contrôle pour moi, l'autorité palestinienne, c'est, comment dire, c'est un service sioniste, hein, c'est pas autre chose. Hein. Regardez d'ailleurs ce qui se passe en Cisjordanie depuis quelque temps. Voilà, l'autorité palestinienne, enfin, bon, en tout cas. Et donc, voilà le problème principal, c'est les Israéliens voudraient bien sortir de ce guêpier, mais sortir de ce guêpier un peu sans laisser paraître qu'ils partent la queue entre les jambes. Ça veut dire que, bon, ça n'a pas marché, on a échoué, et ben on rentre comme ils ont fait au Liban en 2000. La résistance du Hezbollah les a fait partir du sud Liban, sans aucune contrepartie. Ils sont partis la queue entre les jambes. Voilà. Et ben, mais donc, l'Égypte vient au secours d'Israël. Voilà, c'est ça qu'il faut saisir. Enfin, l'Égypte, quand je dis l'Égypte, le régime égyptien. Le régime égyptien, il a envie d'asseoir son autorité, ses privilèges, il reçoit des milliards des États-Unis, des milliards de l'Arabie Saoudite. Il ne veut pas qu'il y ait du grabuge à ses frontières. Voilà. Et donc, d'autant plus que ce grabuge, il est lancé par des pays qui ne sont pas très sympathiques à l'Égypte, comme l'Iran ou le Qatar. D'accord? Voilà. Donc, et c'est cette solution. Donc, comment ça peut évoluer? Bon, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, les Israéliens ont poussé, OK, à la limite, même si les Israéliens, à mon avis, enfin, ils ne vont pas réussir à faire le nettoyage ethnique. Ça veut dire à faire partir 2 millions de personnes dans le Sinaï. D'accord. Mais ces 2 millions qui vont rester, les Israéliens ont tout détruit déjà. Ils ont détruit les écoles. Enfin, il faut voir la liste des choses qu'ils ont détruites. Mais tout a été détruit. Tout. Les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, les mosquées, les églises, les institutions sociales, l'université a été détruite, le Parlement a été détruit, la moitié des logements ont été détruits. Donc, comment ils vont vivre ces 2 millions? Voilà, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas dire comment je vois, c'est très difficile parce qu'en fait, c'est une situation très volatile. Est-ce que ça va se calmer? Ça veut dire, est-ce qu'on va se dire, bon, OK, on va compter les points, le Hamas va garder son pouvoir, va pouvoir garder sa structure de résistance.
et les Israéliens continueront à contrôler la bande de Gaza comme ils le faisaient jusqu'à présent. Ça, c'est ce qui me paraît la solution la plus probable, parce que les Israéliens se rendent compte que toute solution militaire est impossible. Les Israéliens rêvaient de libérer les otages par la force, comme ils l'ont fait par exemple à Entebbe en 1976. Ça rentre dans la mythologie sioniste. C'est-à-dire en 1976, il y avait un avion, je crois, d'Air France, qui avait été détourné en Ouganda. Et il a été, et les ravisseurs ou les kidnappeurs, enfin, je ne sais pas, les pirates de l'air, qui étaient des Palestiniens, avaient exigé la libération des prisonniers, enfin, etc. Bon, des négociations. Et Israël a fait semblant de négocier. Et ils ont envoyé un avion avec des militaires, etc. Bon, et ils ont réussi à libérer les otages sans rien donner en retour. C'est ça dont rêvaient Netanyahou et les sionistes. Libérer les otages par la force et dire, regardez comme nous sommes forts, comme nous sommes puissants, on les a libérés, on n'a rien donné. Eh bien, ce résultat-là ne sera pas obtenu. Et donc, l'image d'Entebbe est entrée dans la mythologie sioniste. C'est un peu comme la guerre de juin 67, donc l'héroïsme, etc. Enfin bon, tout le mythe sioniste, les Entebbe, et donc ils ont voulu rejouer Entebbe. C'est pour ça qu'ils n'ont pas négocié. Donc, mais ce rêve-là aussi est tombé à l'eau. Et donc, ils n'ont pas réussi ni à maîtriser, ni à vaincre le Hamas. Au contraire, comme j'ai dit tout à l'heure, ils reçoivent des coups terribles. Vraiment, enfin, il y a des morts tous les jours, c'est incroyable. Il y a même, vous savez, aujourd'hui, j'ai posté un post, un soldat qui était dans une ville israélienne. Hein. À un moment donné, il a eu un cauchemar. Il s'est levé de son cauchemar, il a rêvé je ne sais pas quoi, et il a tiré sur les autres militaires israéliens. C'est vraiment, les gens, il ne faut pas croire, hein, ils sont complètement, ils sont déboussolés, les Israéliens. Ils pensaient que c'était une promenade de santé. Ils avaient l'habitude de vaincre des pays, des armées, etc., en quelques jours. Et là, on leur dit, vous allez faire la guerre pendant encore 1 an. Attendez, je veux dire, les gens, les Israéliens ne comprennent pas. C'est quoi cette histoire? Enfin, on a l'armée la plus puissante, les services de renseignement les plus puissants, et comment des misérables comme ça en guenilles nous défient. Enfin, c'est juste. Et vraiment, c'est. Donc, il se peut qu'on cherche cette solution avec la complicité, encore une fois pour moi, l'Égypte est complice d'Israël. Voilà. C'est pas par, comment dire, calcul machiavélique politique. Voilà. Le régime égyptien, il a envie d'avoir ses privilèges, de garder ses privilèges, etc. Donc, ils vont essayer d'étouffer, enfin, en tout cas, de revenir à la situation au statu quo ante, mais en contrôlant un peu plus le Hamas, mais enfin, en le contrôlant combien de temps, je ne sais pas, voilà. Alors, bon, oui, M. Cohen, je sais, on va clôturer. Juste une dernière chose, j'ai vu pas mal dans les commentaires, comment dirais-je, on s'est posé la question sur comment se fait-il qu'aucun État bougeait, personne ne réagissait face à la situation, le massacre d'enfants, voilà. Et en fait, il y a beaucoup de commentaires qui sont apparus là ce soir. Et est-ce que vous pensez que Israël peut user, en tout cas ses dirigeants, peut user de sorcellerie ou de choses comme ça pour… Non. D'abord, ils ont infiltré ces États. Est-ce que vous comprenez? Ça fait 65 ans qu'il y a des Sayanim. Donc, ils ont infiltré, vous savez, ils ont manipulé les esprits des gens. Quand vous entendez quelqu'un qui est intelligent, qui a une culture politique, etc., dire oh, Israël, le petit pays, le petit État démocratique qui lutte, la seule démocratie de la région, qui répète les trucs, ça veut dire qu'il y a une propagande qui est entrée dans les mentalités.
Deuxièmement, quand vous avez les Sayanim qui sont infiltrés dans tous les secteurs de la société, qui ont travaillé ces secteurs, et qui ont manipulé, et donc les autres, ceux qui partagent pas la vie, ils ont la trouille. Aujourd'hui, si vous êtes médecin, avocat, je sais pas quoi, si vous dites, bah quand même, le Hamas, mais vous êtes rejeté. Vous allez devant le tribunal. Donc, ils ont réussi. Moi, je trouve que sur le plan de la propagande, je leur tire mon chapeau. D'ailleurs, combien de fois j'ai dit aux Arabes, mais étudiez ce que font les sionistes et copiez-les. C'est les maîtres, ce sont les maîtres de la propagande. Tout ce qui est venu avant, c'est de la rigolade. Les maîtres de l'infiltration, les maîtres de... Encore une fois, regardez par exemple Epstein. Mais Epstein, c'est un agent du Mossad. Mais regardez les milliers de vidéos qu'il a, mais ils tiennent les gens par les, enfin, je ne sais pas, par les trucs. Donc, voilà, ils ont fait un travail d'infiltration et de, comment dire, de diabolisation et d'intimidation. D'intimidation. Vous savez, je vais vous donner je termine avec cet exemple. C'est quoi l'intimidation? Vous avez par exemple une grande écrivaine qui s'appelait Irène Frein. Bon, pour les jeunes, peut-être ça ne leur dit rien. Irène Frein était très connue dans les années 80-90. Bon. Et un jour, enfin, elle avait c'était aussi une personne des médias. Et un jour, elle raconte, elle a dit, voilà, je ne sais pas ce qui a dû se passer, elle a dit, j'ai fait un papier, je crois que c'était sur Europe 1, un reportage sur les enfants palestiniens. Voilà, de enfants qui ont dû souffrir, je ne sais pas où. Elle a dit, j'étais tellement harcelée, on m'a rendu la vie impossible que j'ai décidé de ne plus m'occuper de la Palestine. Voilà. Et voilà, c'est ça le truc. Ça veut dire que les Sayanim sont là comme des chiens enragés. D'accord? Ils sont là partout. Les Patrick Cohen, les Elisabeth Lévy, les Goldnadel, etc. Et dès que quelqu'un... Regardez par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Il y avait un type qui faisait beaucoup rire sur Canal+, à la grande époque de Canal+. Malheureusement, j'ai oublié, son nom ne me vient pas à l'esprit. Vous savez, il avait 5 minutes quand il y avait la grande époque de Canal+, il y a 20 ans, quand il y avait cette grande émission, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, en clair, bien sûr. Et un jour, il avait fait une petite blague, comme ça, mais vraiment, enfin, sur Israël ou je ne sais pas quoi. Et le CRIF a dit, c'est un peu antisémite. C'est un peu antisémite. Je vous assure, vous savez, ça m'a fait mal au cœur. Le lendemain, le type est venu, il pleurait. Je vous assure, il pleurait. Il pleurait. Et ça, c'est... Vous imaginez l'humiliation? Le type, il dit, je vous assure, j'ai pas aimé. Voilà. Eh bien, c'est ça les sionistes. Voilà comment ils gagnent. Alors, moi, j'ai dit toujours, faites comme eux. Enfin, faites comme eux. Essayez de faire comme... Voilà comment ils gagnent. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon passage à l'année prochaine, et puis à l'année prochaine alors. Okay. Je suis désolé, mais j'ai commencé à avoir la voix qui fatigue, donc je préfère m'arrêter. Voilà. Très bien. En tout cas, on était nombreux ce soir. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Alors, The Cube, je te donne la parole. Malheureusement, M. Cohen nous a laissé. Si tu veux rebondir ou réagir sur ce qu'il a dit, tu peux prendre la parole. Ouais, bonsoir Altitude, bonsoir à tous. Bonsoir. Malheureusement, j'ai été déconnecté, donc j'ai pas pu tout répondre. J'avais pas mal de questions à lui poser, notamment quel était le poids qu'il pouvait avoir concernant les opinions publiques et notamment en termes de pouvoir. Est-ce qu'il avait des alliés autour de lui pour dénoncer ce qui se passait en Palestine, et s'ils étaient nombreux comme lui à le faire, et s'ils avaient une influence réelle sur ce qui se passait. Et donc, si en pourcentage, ils pouvaient nous donner à peu près, je sais pas, un échantillon de personnes qui est autour de lui
qui partageaient le même avis, peut-être même le même combat. Après, j'avais une autre question concernant, bien entendu, ce qui s'est passé, vous le savez tous, à l'Élysée, par rapport à Hanouka. Donc, je voulais savoir sa grille de lecture. Est-ce que c'était une allégeance donc de la Macronie, de la, comment dirais-je, de la franc-maçonnerie au sionisme? Je voulais avoir des réponses claires par rapport à ça, parce qu'on a souvent débattu sur des spaces où chacun est allé de sa propre idée. Et j'avais beaucoup de questions, très sincèrement, j'avais beaucoup de questions. Écoute, The Cube, oui. Tes questions, garde-les éventuellement pour la semaine prochaine. Là, les deux questions que tu as posées, elles sont je les ai gardées, elles sont elles sont enregistrées, donc lui, éventuellement, il pourra les écouter et puis te répondre la semaine prochaine. Mais n'hésite pas à revenir, c'est tous les jeudis la chronique avec Monsieur Cohen, donc il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Voilà. Merci Je t'en prie, il n'y a pas de quoi. Merci. À bientôt. Voilà, les amis, je vais clôturer le space et le live. Donc, ce soir, on est à peu près plus de 500 environ sur toutes les plateformes. Donc, je salue tout le monde. N'hésitez pas, bien sûr, à repartager l'émission, le tweet, un petit retweet ou même sur YouTube, sur les autres plateformes. N'hésitez pas à partager et aussi à vous abonner à Altitude, la chaîne, pour donner un peu plus de visibilité. Voilà, les amis, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous en 2024, si tout va bien, donc jeudi prochain avec Monsieur Cohen. Voilà. Excellente soirée à vous. Salam alaikum. Merci, bonsoir à tous.